Bonjour à toutes et tous, je vais prendre quelques minutes à l'invitation de l'association Convergence pour vous parler d'un sujet sensible dans cette crise sanitaire qui est celui de la gestion de nos données, la gestion des données et en particulier la gestion des données à travers cette application Stop Covid ou Tracking Covid, peu importe comment on l'appelle. La pression est un petit peu retombée sur le sujet de cette application depuis quelques jours, depuis que le Premier ministre nous a dit à l'Assemblée nationale « Je ne sais pas si cette application fonctionnera ». Il ne le sait pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de sujets, beaucoup de débats, beaucoup de problèmes et certains sont extrêmement sérieux autour de cette application parce qu'elle pose sur la table des sujets dont on entend parler, dont on entendait parler avant, dont on entendra parler après cette crise sanitaire, autour de la surveillance, Big Brother, le modèle chinois, des débats autour de ce que nous devons faire avec les technologies proposées par les GAFA, des questions de souveraineté, pas que les GAFA d'ailleurs, des débats aussi par rapport à la manière dont on traite ce genre de projet avec nos industriels. Les industriels français ne sont certes pas les GAFA et les industriels américains ou chinois, mais ils ont aussi leurs propres intérêts. Nous allons essayer de prendre un petit peu de recul, de profiter du fait que le débat s'est calmé sur le sujet pour faire le point, parce que ce débat va revenir dans les prochains jours et probablement, en tout cas pour ma part je le souhaite, ce débat perdurera, y compris tout au long de la crise et à l'issue de la crise. Alors, d'abord en quelques mots, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une application de suivi, de contact, pour savoir qui a été en contact avec quelqu'un qui s'avérerait malade, de sorte à ce que celui qui est informé qu'il a été en contact avec quelqu'un de malade puisse faire attention à lui, le cas échéant se faire tester, et s'il y a vraiment un risque, se mettre en situation de préserver les autres, c'est-à-dire se reconfiner ou se mettre à l'isolement. Sur le papier, évidemment, l'objectif est très louable, et je pense qu'une immense majorité des Françaises et des Français sont favorables à un tel dispositif. Alors, sur ce sujet, le gouvernement et tout un tas d'experts, les médias, ont sollicité des avis, et il y a un certain nombre d'avis extrêmement sérieux qui ont été rendus sur le sujet. Le premier d'entre eux, c'est pas le moindre, c'est celui de la CNIL, avec une délibération de la CNIL très détaillée, très fouillée, qui nous dit quoi? Elle est dans son rôle, la CNIL. Elle vérifie si on peut déployer ou pas une solution de ce type-là, une application comme ça là dans nos smartphones, en respectant la protection des données personnelles. La CNIL nous dit, oui, c'est possible sans doute, sous réserve d'un certain nombre de conditions extrêmement détaillées. Elle impose d'une certaine façon le fait que ça ne puisse être qu'un choix volontaire. On ne peut pas imposer à chacun d'avoir un traceur dans son smartphone. On pourra discuter malgré tout de ce point-là certainement à froid plus tard parce que nous allons être très nombreux, vous allez être très nombreux à réaliser à l'occasion de ces débats que vous avez de toute façon installé de nombreux traceurs dans vos téléphones. La CNIL insiste sur l'anonymisation des données. C'est son rôle, elle est très stricte et les recommandations qu'elle formule ne sont pas complaisantes. Elles sont pour certaines très difficiles à remplir et on sait que la CNIL est capable d'une liberté de ton assez forte, y compris à l'égard du gouvernement. On l'a vu il y a quelques mois et ça s'est passé inaperçu, on n'était pas dans la même situation qu'aujourd'hui, sur une application de reconnaissance faciale. Deuxième instance officielle à avoir répondu, moins connue du grand public, le Conseil national du numérique, qui lui fait des propositions très concrètes dans un certain nombre de domaines pour sécuriser le dispositif, pas uniquement d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue technique, j'y reviendrai, mais aussi d'un point de vue politique, au sens large du terme. Comment est-ce qu'on peut faire pour conduire une politique publique qui utiliserait de tels outils en permettant aux utilisateurs, aux uns et aux autres, de l'utiliser en confiance? Et ça, c'est un mot extrêmement important. Qu'est-ce qui va permettre qu'un certain nombre de citoyens acceptent d'utiliser cette application en ayant confiance sur le fait que cet outil va vraiment apporter un plus et ne va pas mettre en péril leur propre liberté et leur propre intimité d'une certaine façon? Le Conseil NUM propose qu'il y ait un contrôle démocratique sur cette application, qu'il y ait des principes de transparence, des principes d'open source sur le logiciel, qu'il y ait également un accompagnement, de l'inclusion, de la formation des médiateurs pour que celles et ceux qui ne seraient pas à l'aise avec cet outil ou qui seraient en difficulté par rapport à cet outil numérique puissent être aidés et être accompagnés. Il y a également des avis techniques qui ont été remis, nombreux, variés. Si certains d'entre vous veulent approfondir le sujet technique, je vous renvoie vers une note parlementaire qui a été faite par un ancien secrétaire d'État, Mounir Majoubi, qui explique dans cette note parlementaire qui est accessible toutes les solutions techniques qui pourraient être envisagées. De la puce GPS qui pourrait nous localiser de façon très précise
à 1 mètre près, ce qui serait tout à fait intrusif, et alors là on serait vraiment dans le règne du Big Brother, en passant par les connexions de nos téléphones avec les antennes sur les relais de Orange, Free, Bouygues, etc. Et ce fameux Bluetooth, dont tout le monde pense que c'est la meilleure ou la moins mauvaise des solutions. Cette note parlementaire explique comment fonctionne chacune des technologies. Et puis, il y a aussi de nombreux avis, et c'est bien la moindre des choses, scientifiques, médicaux. Polémique. Polémique il y a 15 jours, 3 semaines, il faudrait que 60, 70, 80% selon les uns ou les autres des habitants utilisent cette application pour qu'elle puisse être efficace. Cette polémique est en train de disparaître parce que plusieurs avis d'origines différentes convergent pour dire que s'il y a un dispositif de gestion globale du déconfinement qui permet notamment les tests et le traitement des personnes en situation de risque, donc de devoir être à nouveau en quatorzaine, probablement qu'une application de ce type-là peut y aider. Ce qui est certain, c'est que cette application ne fera pas tout. Beaucoup de scientifiques du côté médical nous disent aujourd'hui, de toute façon, ça sera un minimum utile. Alors, si c'est un minimum utile, qu'est-ce qui pose problème? Plusieurs choses. Il y a d'abord un problème global de préparation et de pilotage du déconfinement. On le sait, les polémiques font rage, les masques d'un côté, les tests. Ce qui est certain, c'est que pour que l'application fonctionne, il faudrait, ou il faudra, que toute personne se voyant signalée comme ayant été en contact avec quelqu'un qui est testé positive, puisse elle-même immédiatement bénéficier d'un test, ou quand, comment, en nombre suffisant, et bénéficier elle-même d'une solution de quatorzaine. Encore faut-il que ce soit possible. Retour au confinement, mais à ce moment-là, confinement familial, on fait comment? Les hôtels, ces débats qui sont devant nous, qui montrent que l'application ne va être in fine qu'un outil parmi d'autres qui va dépendre pour son efficacité d'énormément d'autres conditions qui, si elles ne sont pas réunies, pourront très vite tourner à des débats polémiques terribles sur l'application servait à rien, etc. Ce n'est pas le sujet. L'application ne réglera pas la question du déconfinement. Ça, c'est une certitude. Mais les scientifiques nous disent elle apportera au moins quelque chose. Alors, qu'est-ce qui bloque véritablement? C'est plusieurs points. D'abord, il y a un problème technique que je vais essayer de vous préciser sans entrer trop dans le détail. On a choisi le Bluetooth. Le Bluetooth, c'est un moyen pour que deux personnes qui passent côte à côte l'une de l'autre puissent garder une trace de ce passage à proximité pour que si l'une d'entre elles est ensuite positive, on puisse en avertir l'autre. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a deux modèles techniques pour faire tourner ce type d'application. Le premier modèle, c'est que les téléphones se parlent entre eux, mais que les interactions, les données, j'ai été en contact avec un tel, restent dans la mémoire de chaque téléphone. Nous aurions, nous, gardé la trace dans nos téléphones des échanges, des interactions qui ont eu lieu avec les gens que nous avons croisés, mais en aucun cas, ces données ne remontent dans un fichier centralisé. Or, c'est la solution que la France, contre l'avis de nombreux spécialistes et contre l'avis de nombreux partenaires européens qui, du coup, refusent de suivre la solution qui est développée par la France a donc décidé de créer un super fichier centralisé des contacts. Et c'est là où les choses se compliquent avec les GAFA. Parce que Google et Apple, vous l'avez certainement entendu, ont commencé à développer des briques techniques pour permettre à tout ça de fonctionner. Et là où il y a un paradoxe incroyable, c'est que Google, c'est surtout là le paradoxe, c'est pour Google, mais aussi Apple, donc c'est plus dans la culture d'entreprise depuis toujours, ont décidé de développer une brique technique qui garde les informations dans les smartphones pour interdire justement la recentralisation de l'ensemble des données. Et là intervient le débat sur la souveraineté. Il ne faudrait absolument pas avoir recours à la solution proposée par Google et Apple. C'est une question d'indépendance nationale. Je pose simplement une question. Et si la solution proposée par Google et Apple, pour une fois, surtout concernant Google qui s'est quand même souvent avéré collecter immensément de données, parfois à notre insu. La CNIL a d'ailleurs sanctionné très fortement Google il n'y a pas très longtemps, 50 millions de dollars d'amende. Mais si pour une fois Google et Apple avaient fait le choix raisonnable, et si la France se fourvoyait, et si c'est pour cette raison
que la Suisse, l'Allemagne et d'autres pays européens nous disent aujourd'hui « nous ne partirons pas avec vous », alors qu'au départ, la solution technologique qui devait être mise en place devait être européenne. Je me demande même dans quelle mesure notre gouvernement n'est pas en train aujourd'hui de s'acheter bonne conscience à taper sur les GAFA, sur ce système-là, en se trompant de combat, de la même manière que les États-Unis se sont cassés les dents sur Apple lorsqu'ils ont souhaité accéder à des données d'iPhone, y compris le FBI, il y a quelques années en arrière. Je doute aujourd'hui que Apple cède à l'injonction du gouvernement français. Il y a un autre problème dans cette application. C'est que la garantie d'une anonymisation ne peut pas être totale. Et je m'en explique de façon la plus simple possible. Imaginons que technologiquement, dans l'application, dans nos smartphones, dans le système d'interaction entre les deux téléphones, puis dans le système, puisque c'est le choix qui va être fait par la France, de centralisation et de base de données nationales, imaginons que cette anonymisation soit extrêmement bien menée, extrêmement bien protégée, cryptée. La CNIL y insiste beaucoup d'ailleurs dans son avis, de sorte qu'il n'y ait aucun risque d'attaque sur ces dispositifs. Il n'en demeure pas moins que certains petits malins ou des gens calculateurs et mal intentionnés pourront contourner et détourner cette anonymisation et pister, discriminer, identifier des gens malades. Comment ? De façon assez simple. Il y a un autre document que je veux vous montrer qui s'appelle « Le traçage anonyme dangereux oxymore » qui a été publié le 21 avril dernier par un ensemble de chercheurs français qui fait la démonstration, avec un certain nombre d'exemples très bien trouvés, qu'il est possible, par exemple pour une entreprise, de tracer quelqu'un qui vient de passer un entretien d'embauche et de s'assurer que dans les jours qui suivent, cette personne ne va pas se retrouver dans une alerte Covid et donc en difficulté pour prendre son emploi. Qu'il va être possible pour des gens de déclencher des fausses alertes, de manipuler leur entourage, de manipuler leur voisinage. Qu'il va être probablement possible d'identifier qui dans un immeuble, ou d'imaginer pouvoir identifier qui dans un immeuble a été testé positif et va ensuite faire en sorte, malheureusement, à l'insu de son désir bien évidemment, provoquer le confinement de ses voisins de palier. Tous ces risques sont sérieux, ils sont réels. La technologie peut être détournée de ce pourquoi elle a été initialement prévue. Et tout ça m'amène au dernier risque. Ce dernier risque, il est d'ordre éthique, politique au sens large du terme, et probablement philosophique. C'est de savoir si nous devons, si nous pouvons accepter que cet outil, surtout centralisé comme il va l'être en France, accepter que cet outil se déploie parce que nous considérerions que ce qui est en jeu, c'est notre santé, c'est la sortie de cette crise terrifiante qui nous frappe tous, et que donc, pour cette raison, cette fois-ci, c'est acceptable. C'est probablement une question que chacune et chacun d'entre nous devra se poser. Parce que la question suivante, c'est si je l'ai accepté une fois, est-ce que je vais l'accepter une deuxième fois ? Et est-ce que je l'accepterai pour d'autres objectifs ? Pour d'autres finalités? Est-ce que notre vigilance individuelle face à la gestion de nos données ne va pas s'effondrer à travers cette expérience? Alors elle est peut-être déjà très faible, c'est une autre question qu'on peut se poser. Nous avons plein d'applications dans nos smartphones pour lesquelles nous autorisons de la géolocalisation par GPS qui est extraordinairement intrusif, précis et attentatoire à notre vie privée. Et on n'a jamais pris le temps de lire les conditions générales d'utilisation des applications pour lesquelles nous avons donné ce consentement. Mais si nous l'acceptons là, c'est pour une finalité d'intérêt général, pour conduire une politique publique exceptionnelle dans des circonstances exceptionnelles. Mais est-ce que nous ne serions pas conduits à ce moment-là à l'accepter pour tout un tas d'autres choses? Pour la gestion de nos déplacements, pour la gestion de notre énergie, pour la gestion de notre alimentation, que sais-je encore. Tout ça renvoie à des questions à la fois politiques et collectives et des questions intimes. Parce que je ne vais pas, moi, vous apporter là, en quelques minutes, une réponse. Mais je vais terminer en vous posant une question. Est-ce que vous, personnellement, vous jugerez que l'enjeu est tel que, oui, le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vous, personnellement, vous installerez ou non cette application lorsqu'elle sortira, si elle sort? À très bientôt.